Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, à propos de ce que nous appelons ici les révolutions arabes, vous préférez parler de soulèvement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, si nous observons ce qui s'est passé dans la séquence courte, il y a eu des soulèvements, mais nous sommes loin d'avoir parachevé des mouvements révolutionnaires qui auraient changé la tête du régime et l'ensemble du régime pour une transparence démocratique. Le seul cas aujourd'hui qui fait exception dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est la Tunisie, où on voit quelque chose. On est allé plus loin quand même en Tunisie que changer seulement la tête de gondole, si j'ose dire. Oui, attention, il y a encore au niveau de l'armée, il y a encore au niveau du pouvoir des gens qui sont, même dans les partis politiques qui sont présentés, des gens de l'ancien régime. Donc on est plus en avance que les autres. C'est le cas où on semble aller vers un succès. L'Égypte est sous l'autorité de l'armée. La Libye, on ne sait pas encore ce qu'il va advenir. La Syrie, comme le Yémen, comme le Bahreïn, sont des pays dans lesquels la situation est loin d'être parachevée. Donc soyons prudents, et c'est ce que j'appelle de mes voeux, je parle d'un optimisme prudent. C'est pour ça que vous dites rien n'est réglé. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné encore, même s'il faut reconnaître que dans ces soulèvements populaires, quelque chose a changé au Moyen-Orient, qui donne de l'énergie, qui donne de l'espoir, et sur lequel il faut capitaliser l'avenir. Mais encore une fois, ça n'est pas parce que nous sommes pleins d'espoir qu'il faut y perdre notre lucidité. Alors, ce que vous reprochez aux Occidentaux, en gros, parce que le livre est un livre qui va dans les détails, qui est un livre pas compliqué, facile à lire, mais qui est un livre comme ça qui résume pas les choses comme je vais le faire. Vous dites en gros, les Occidentaux, ils sont omnibulés par l'opposition laïque islamiste. Et vous dites, c'est pas opérant, c'est pas une bonne grille de lecture. Mais attendez, moi je vais vous dire, regardez ce qui se passe en Tunisie avec la victoire d'Ennahda, regardez les déclarations en Libye, on a quelques raisons de penser à ça. Non, on a quelques raisons de penser qu'il y a un vrai débat. Et je ne dis pas simplement dans l'ouvrage que c'est la lecture des Occidentaux. C'est une des lectures des Occidentaux. Non, vous dites que c'est aussi d'ailleurs la lecture des gens sur place. Exactement, parce que ce que je dis, c'est que pendant pratiquement 40 ans, ce qu'on nous a vendu en Occident, c'est qu'on soutenait les dictateurs parce que l'opposition était islamiste. Donc il valait mieux les dictateurs que les islamistes. Et je dis, cette grille de lecture était fausse, et la nouvelle grille de lecture qui consiste à opposer les laïcs progressistes aux islamistes rétrogrades ne permet aucune avancée dans le monde majoritairement musulman. Mais ce que je dis également, c'est que les acteurs de la scène politique dans le monde arabe ont intégré et ils le reproduisent tellement qu'en fait aujourd'hui nous avons des laïcs qui se présentent comme des progressistes opposés aux théocrates islamistes, et on voit des islamistes qui instrumentalisent parfois la religion, pas toujours, mais ils l'instrumentalisent pour dire notre légitimité est plus grande que vous qui venez d'Occident. Et ça permet aux deux camps de ne pas faire leur autocritique, d'éviter les vraies questions sociales et politiques. Vous critiquez les uns et les autres, mais moi je vais retenir la critique évidemment des laïcs, parce que les laïcs, vous dites, en gros, c'est une élite coupée du peuple, pas en gros même en détail, parce que ce sont vos mots, et vous dites, ils sont sous influence occidentale. C'est un peu sévère pour les gens qui se sont battus pendant, par exemple en Tunisie, des dizaines d'années contre le régime de Ben Ali. Robert Ménard, le fait est que vous preniez que les laïcs et que vous réduisiez ce que je dis à cela, montre qu'il faut, c'est plus complexe que ça. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'oppositions, dans beaucoup de ceux qui étaient de l'opposition laïque, on a différentes tendances. On ne peut pas tous les mettre dans le même camp. Il y a des gens qui étaient contre la dictature, qui étaient liés au peuple, qui étaient des syndicalistes, qui étaient des gens de gauche sur le terrain et qui ont fait un travail remarquable. Ils sont aujourd'hui récompensés, même jusqu'en Tunisie. C'est la deuxième force après Ennahda, il faut le reconnaître. Monsef Marzouki est une figure. C'est un opposant depuis des années et des années. Exactement. 20 ans. Mais il n'est pas le seul représentatif. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi des laïcs. Attendez, moi j'ai discuté avec des Tunisiens qui se présentaient comme laïcs en France et qui soutenaient la dictature de Ben Ali en nous disant si c'est pas ça, vaut mieux ceci que les islamistes. Et parfois, certains d'entre eux sont une petite élite, parfois souvent francophile, qui envoient leurs enfants dans les institutions sous influence occidentale et coupés du peuple. Et parfois, ils le sont coupés du peuple. Donc, attention, tous ne le sont pas, mais certains le sont. Mais attendez, ne dites pas non plus que je n'ai pas relevé qu'il y a une critique à faire à tous les courants islamistes aussi de la même façon. Y compris, vous les critiquez, vous leur dites ils sont plus à l'aise dans l'opposition que dans les propositions. Vous dites quelles propositions nouvelles ils ont à faire. Vous avez le sentiment qu'il n'y en a pas beaucoup. La référence à la charia, vous n'allez pas vous faire que des copains quand même. Je vais vous lire. Il y a une application, c'est de vous, une application moderne et ingénieuse de ces prescriptions et recommandations religieuses. Écrire ça, c'est pas donner le fouet pour être battu. Non, c'est le contraire. C'est de dire à ceux qui auraient une lecture très réductrice d'un mot, vous savez, je vais vous dire une chose. Ça fait peur ici, dès qu'on parle charia. Je vais vous dire une chose. Dans le monde musulman,
dans le monde majoritairement musulman et en Orient, ce que je dis aux gens, vous avez une fausse conception de la laïcité. Parce que pour vous, c'est anti-religieux et il faut complètement reconstruire l'histoire. Ce que certains font dans le monde majoritairement musulman avec le mot laïcité, dans l'Occident, certains le font avec le mot charia, en ne voyant que la lecture littéraliste qui serait celle des châtiments corporels, il y a une autre lecture du mot charia. Mais bien sûr, il y a une lecture qui est celle des objectifs, de la justice sociale, de l'engagement. Moi, je défends une lecture de la charia, mais c'est pas avec ce livre. Je le défends depuis 20 ans et avec ce livre, attendez, ce que je dis, c'est la justice sociale, c'est l'accès à l'emploi, c'est le traitement égalitaire des hommes et des femmes et de toutes les minorités religieuses. Entendez-le, on peut avoir cette lecture-là aussi. Je l'entends, mais en même temps, quand j'entends le président du Conseil national de transition en Libye qui dit « Ah, mais il va falloir revenir à la charia », il donne deux exemples, la polygamie et la fin du divorce. Vous comprenez que ça fasse peur. Non seulement vous avez raison d'avoir peur, et je serai le premier à condamner la façon dont il a formulé les choses, mais j'aimerais vous dire que là, il faut se garder de naïveté. L'homme, Mustafa Abdel-Jalil, qui parle à son peuple, fait un jeu politique. En avançant la charia comme référence et la polygamie, il est en train de dire à son peuple, je ne suis pas sous la coupe de l'Occident parce qu'ils avaient été critiqués. Vous pensez que c'est pas plus grave que ça? Non, dans ce cas-là, ça n'est pas plus grave que ça. Parce qu'il dit à son peuple, je suis libre, et l'Occident peut dire, c'est ce qu'on a entendu, vous voyez, nous ne sommes pas impliqués dans l'avenir de la Libye. Et derrière la scène, d'autres engagements économiques et d'autres relations économiques sont décidés. Prenons un autre cas, le futur Premier ministre d'Ennahda au Tunisie qui parle de califat. Attendez, vous vous dites, mais c'est le Moyen-Âge. Non, encore une fois, il parle de ceci, il faut confronter... Vous l'avez entendu, c'était il y a 3 jours. C'était en langue arabe, la traduction n'est pas tout à fait juste par ailleurs de ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai lu en français. Voilà, mais tout à fait. Mais ce qu'il faut dire, encore une fois, de deux choses l'une, ou vous et moi, de là où nous sommes cohérents avec nos principes et nous disons, laissons les gens choisir leur gouvernant. Et c'est sur la base de ce que feront les gouvernants que nous pourront juger. Rappelez-vous d'Erdogan. On a cité au moment où Erdogan est élu en Turquie, cité une ancienne référence où il compare les minarets des mosquées aux baïonnettes et on a dit, regardez, l'homme est un islamiste. Et 10 ans plus tard, le discours ne tient pas. Pourquoi? Parce que l'homme a proposé une politique différente. Ça ne veut pas dire que je le soutiens, mais ce que je veux dire, c'est que avant de juger des politiques, laissons les gens nous montrer, à la suite d'un processus démocratique, quelle va être leur politique réelle. La thèse, une fois encore, c'est réducteur, mais de votre livre, c'est de nous prendre à contre-pied. C'est-à-dire, vous nous dites, au fond, l'islam, c'est pas un obstacle à la démocratisation, ça pourrait être un atout à cette démocratisation. Ici, on aime les musulmans, moins ils sont pratiquants, mieux ça va. Mieux ça va. Exactement. Je suis content que vous présentiez les choses de cette façon-là, et c'est vrai. Je veux aujourd'hui qu'en Occident ou en France, on ait un tout petit doute sur les catégories qu'on est en train de projeter sur le monde majoritairement musulman. Il se pourrait en fait que ces peuples, les jeunes qui sont descendus dans la rue, toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont descendus dans la rue, qui n'étaient pas islamistes, mais qui n'en demeuraient pas moins des musulmans, sont en train de se battre pour la liberté, pour la justice, pour la dignité, et qu'il faut les entendre. Ça n'est pas en attendant qu'ils soient moins musulmans qu'ils seront plus démocrates. Ils peuvent être les deux. Il faut qu'en Occident, on l'entende. On l'entende là-bas, et on l'entend en France. Parce que vous vous adressez à eux en parlant des jeunes qui ont fait la révolution. Enfin, nous, ce qu'on appelle en tout cas ici la révolution, le soulèvement, pour reprendre vos mots. Vous dites, il ne faudrait pas, vous dites, ils sont à la croisée des chemins, il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils sont musulmans. Or, nous, on les trouvait bien d'une certaine façon parce que justement, on ne voit pas en eux des musulmans, on voit en eux des jeunes blogueurs. Exactement, et c'est ça que je dis. À un moment donné, soit on les met... ils sont musulmans aussi. Mais oui, ils sont aussi musulmans. Mais pas dans leur pratique, dans leur mais vie, ça m'intéresse pas. Ils viennent d'une culture majoritairement musulmane. Ils peuvent être coptes, ils peuvent être athées, mais à partir d'un certain moment, il ne faut pas qu'ils tombent dans l'imposition, dans une espèce de diktat idéologique qui consisterait à dire soyez moins musulmans pour être plus modernes. Non, ils ont aujourd'hui à être beaucoup plus créatifs. Ils ont à trouver une nouvelle voie. Ils ont à trouver une nouvelle voie de la démocratie. Et ce que je leur dis surtout, c'est ne prenez pas simplement comme modèle les modèles occidentaux. Parce que vous et moi qui vivons aussi aujourd'hui en Europe... On connaît la crise aussi. Exactement, et nous savons qu'aujourd'hui il y a des crises de la démocratie. Donc essayons de trouver quelque chose de nouveau. Vous finissez avec une jolie phrase d'Olivier Roy. Vous dites...
il le dit, et vous le reprenez, on n'en a pas fini avec l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ces révolutions, elles vont avoir aussi des conséquences ici, chez nous? Non, parce que ce que lui voulait dire, on en a fini avec l'islam politique, mais on n'en a pas fini avec l'islam. Je pense qu'il avait tort sur la première séquence de la phrase, qu'il a raison sur la deuxième. Il faut aujourd'hui que nous entendions très fort, en Occident, comme dans le monde majoritairement musulman, que l'islam fait partie de la vie, fait partie de référence, et que ce que nous pouvons espérer, c'est que ces populations-là, ces femmes, qui sont très engagées dans tous ces mouvements-là, puissent proposer, à partir de leurs références, quelque chose qui soit en Et changer phase. l'islam? Réformer la compréhension que l'on a des choses, vivre avec son temps et permettre une vraie démocratisation et plus de justice. C'est possible, il faut faire confiance au temps. Tariq Ramadan, merci. Merci.